Ou Internet n'existait pas, et qu'un étudiant d'histoire de l'art devait aller à la bibliothèque ou dans les musées pour essayer. Sur le relief du bois, où le plan devient vraiment un élément, et où la page devient la limite de la composition, alors qu'elle se resserre de l'autre côté. Gabriel Beljeune, donc c'est un peu une consécration là aujourd'hui, c'est 50 ans de carrière au BPS 22 qui reprend une sélection de tous vos travaux. Donc ici on est devant une de vos dernières... comment est-ce qu'on peut appeler? Est-ce que c'est un travail qui pour vous peut être considéré comme abouti ou ce sont des esquisses Ces travaux aussi, moi je les considère comme aboutis. Et ce ne sont pas des esquisses. Ce sont des travaux que je fais comme ça, en quantité, comme une espèce d'entraînement. Peut-être que je vais me resservir de certaines choses quand je vais travailler sur une toile. Peut-être. Mais en tout cas, je ne vais pas reproduire ceci sur une toile. Certainement pas. Ce n'est pas ce qu'on appelait dans le temps le projet de la peinture que je vais faire, quoi, ou de la gravure que je vais faire. C'est ça. Donc à la base, on a l'impression que c'est un peu du gribouillage. Hein, c'est un peu de cette espèce de spontanéité enfantine qui fait qu'on se lâche quelque part, qui est tout à fait contraire à ce que vous faisiez au début, ces espèces de grandes peintures où tout était plutôt recherché au niveau d'un esthétisme de construction, on peut le dire. Oui. Mais bon, ça reste des choses quand même, pour moi, hein, ça reste quand même des choses assez construites. Hein, quand je pense ça, j'ai ça qui répond, j'ai ça. Et alors, en plus, il y a des éléments, qui viennent donc le A, je vois, la lettre A revient souvent. Donc ça, c'est le début de l'alphabet. Voilà, il y a cette forme-là que Pierre-Olivier Rollin appelle la chaussette. Pour moi, c'est Petit Italie aussi. Oui, mais pour moi, au départ, c'était l'angle droit. Qui s'est transformé petit à petit. Au fur et à mesure. Il y a un langage. Il y a un langage. Ce sont des signes, oui. Ce sont des signes d'échelle, je vois. Oui, l'échelle, ce que j'appelle la cible, le rond avec une croix, etc. C'est tout, ce sont des éléments qui me permettent de construire pour moi une histoire, un peu comme les mots, hein, ou les lettres qui forment les mots. Voilà. Et qu'on retrouve comme pendant toute une période, on a retrouvé l'ammonite ou la coquille ou le limaçon. C'est ça, oui, cette coquille d'escargot qui vous a poursuivi longtemps. Très longtemps. Et donc vous êtes fidèle à vos premiers amours, on peut le dire. Oui, bien sûr. C'est le sens de l'exposition organisée par Pierre-Olivier. Hein. C'est de montrer que depuis le début jusqu'à aujourd'hui, il y a une ligne de conduite comme ça, même quand quelquefois c'est très différent les uns des autres, mais il y a toujours le même problème reste là. Influence de l'art oriental et de la calligraphie orientale, oui, certainement. C'est clair, mais ça se voit dans chacune des œuvres. Il y a cette gestualité, on peut parler d'essence de la gestualité. Hein? C'est d'abord se mettre dans l'état avant de faire. Oui, toute la question est bien sûr. Oui. Se mettre en état. Donc ici, on peut parler de celle-ci. Ça date de quelle année, ça? On va non, on ne va pas la déplacer. Hein. Plus ou moins. Ça doit dater de quoi 2000, 2001 Ah, 2001. Donc une espèce d'explosion ici, c'est un geste
Je sais plus ou moins la C'est situer. un geste qui n'est pas contrôlé, c'est Oui. vraiment une nécessité. On peut parler de nécessité ici, dans la gestuelle. Mais il y a Ça une- s'est passé comment? Vous il y a êtes, une, il y a une grande partie que c'est pas contrôlé, mais par après, il y a un contrôle quand même. À un moment donné, on contrôle. Hein. Qu'est-ce qui est contrôlé ici? Ce qui est contrôlé ici, c'est par exemple ça, cette tâche-là. Ça n'est pas contrôlé. Ça, c'est... C'est ce qui vient avant, ça. Donc avant, oui. c'est Oui. Hein. Et ce que je vais appeler le graphisme ici, ça, c'est pas très contrôlé. Mais cette masse-là, elle est contrôlée. c'est anthropomorphique. Non. Non, C'est jamais. toujours l'abstraction. C'est pure. toujours l'abstraction. Oui. Oui, oui. Et ici, Ça c'est aussi, c'est votre alphabet. Oui, et ce sont toujours la l'alphabet. dernière, plus ou moins la dernière chose. J'aime bien changer de format comme ça. Des petites choses plus grandes, très grandes. Enfin, très grandes, non, parce que mon atelier ne le permet pas, mais Qu'est-ce qui vous a donné le plus de satisfaction? dans les techniques, dans les différentes techniques. Il y en a une ici, parmi toutes celles qui sont montrées, qui vous a procuré vraiment une grande satisfaction? Non, bêtement, je vais dire toutes. Quand je suis en train de le faire, et puis que le moment où j'arrête et où je me pose la question, bon, est-ce qu'il faut ajouter, est-ce qu'il faut retirer? Non, je juge que c'est comme ça. Ah, d'accord. Donc il y a un travail de repentir. Ah oui, oui, bien sûr. Ah oui, Donc il y a la notion d'esthétique qui prend le dessus sur la mais pas nécessairement. spontanéité. Pas nécessairement d'esthétique, une question de dire est-ce que ce que j'ai ajouté, ce que j'ai fait correspond à ce que je pensais. Bon, si maintenant c'est un peu comme quand on écrit et qu'on dit comment j'accorde cet adjectif-là. Hein, le verbe j'ai chanté et on met ER et puis on dit ben non, c'est le E, on corrige quoi. Il y a des petites corrections, mais c'est pas tout à fait de l'esthétisme. L'esthétisme, je dirais, pour que c'est un alphabet. Voilà, c'est un alphabet. Esthétisme, je dirais, je sais comment il faut faire pour que ça marche bien. Moi, quand je démarre, je sais jamais si ça va marcher ou pas quoi. D'accord. Je ne sais pas si je réponds correctement. Non, mais c'est intéressant. Donc le créateur n'a pas la science infuse. C'est un long travail. Dans cette façon de travailler. C'est un long travail. La gestation doit être contrôlée. Parce que je vais donner l'exemple de quelqu'un que je connais plus ou moins bien et qui est liégeois. Léon Huidard fait des carnets où il fait des petits dessins. Et puis il les choisit, et puis il les agrandit. Là, je dirais plutôt que c'est un travail d'esthétisme. Parce que quand il a choisi son petit croquis, il n'intervient quasiment plus dans la réalisation de sa peinture. Du moins, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Peut-être que c'est pas vrai. Hein. Je ne sais pas. Donc ici, on n'est pas dans ce cas de figure. Ici, pas du tout. On ne se lève pas le matin avec l'idée de ce qu'on va faire. Non, et la toile est là, bon, il faut aller au charbon. Il faut y aller, et puis on démarre, et puis on se rend compte que ça ne marche pas, il faut arrêter. Il faut réfléchir à ce qui est déjà sur la toile, comment on peut l'améliorer, ou comment on la détruit. Comment on arrive encore à être impulsivement allumé, comme on dit, oui. à faire des choses, quand visiblement le marché n'est pas là pour soutenir une production? Comment faites-vous? Parce que je n'ai jamais pensé au marché. Parce que j'ai toujours fait les choses que j'avais envie de faire. Et tant mieux si quelqu'un s'y intéressait. Mais c'est tout. Moi, j'ai jamais voulu, comme un de mes professeurs, être le premier à Mons, comme on disait. Moi, je fais les choses parce que je dois les faire.
c'est ma vie, c'est tout. Le marché, bien sûr. Maintenant, si ça marchait bien, je ne demanderais pas mieux, hein, mais... Quels sont les jeunes aujourd'hui, les jeunes en art qui vous intéressent? Quels sont les... Vous avez des suiveurs, des gens qui... Pour gagner ma vie, j'ai enseigné. Et là, je me suis j'ai toujours fait attention à ce que je ne montre pas trop ce que je faisais aux étudiants, pour justement qu'ils n'aient pas envie de suivre. Et j'ai la chance que, je pourrais citer quelques noms. Oui, allez-y. Je pense par exemple à Frédéric Penel, qui fait de la vidéo et tout ça, c'est pas du tout... Hein, je pense à Cyril Bien, je pense à Thierry Lenoir, qui fait de la gravure sur lino. Je pense à qui encore des gens comme ça. Alain Bornin? J'ai pas eu cours avec lui. Non? Non. Voilà, je pense à des gens comme ça. Il y en a quelques... Bon, maintenant, il n'y a pas un régiment. Hein. René Léonard me disait, vous avez la chance d'en avoir quelques-uns. Parce que quelquefois, on n'en a pas du tout qui continuent. Hein. Enfin, résultat des cours, vous avez un beau catalogue. Oui. Une belle expo. Ben, bien sûr. Et mais c'était le moment de la faire, cette exposition. Je crois que Pierre-Olivier Rollin... Ah oui. Oui. On doit rendre à Pierre-Olivier ce qu'on lui doit, c'est extraordinaire. C'est un boulot extraordinaire. Et surtout pour les visiteurs de l'exposition, surtout savoir que c'est lui qui a conçu l'exposition. Moi, j'aurais pas fait cet accrochage-là. D'accord. Hein? Et ça, c'est... Et le résultat vous agrée? Ah, bien sûr, tout à fait. C'est une revisitation de votre travail. Ah oui. Hein? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans son accrochage? C'est le fait qu'il y ait depuis le début jusqu'aux dernières choses cette continuité de soucis d'espace, de vide, de plein, de matière, de matière rugueuse, matière lisse, etc. C'est ça. Avec... On va finir sur le... Zoom. Pierre-Olivier Rollin. Pourquoi avoir choisi Belgium comme artiste dans le programme, la programmation du BPS 22? Parce que c'est un artiste que j'aime bien. C'est quelqu'un que je suis depuis que je suis étudiant. J'avais été voir sa première rétrospective à la Louvière quand j'étais encore étudiant. Et voilà, c'est un travail qui m'a toujours plu. Qui m'a toujours intéressé, qui m'a peut-être un peu accompagné aussi dans mon cheminement. Et j'avais toujours promis à Gabriel que cette expo, on la ferait lorsque le musée serait rénové, parce que c'était une œuvre qui avait besoin de simèse, qui avait besoin d'un espace blanc, peut-être plus méditatif, et que l'espace industriel à côté ne convenait pas à son travail. Donc c'est vraiment ta politique expositive. Donc après Marcel Berlanger, tu vas revisiter un travail plus... Disons qu'ici, on est dans deux expositions simultanées qui se constituent quand même à partir des collections de la province de Hainaut, puisqu'on est un musée et on travaille sur les collections. On a le collectif Suspended Spaces de l'autre côté, et puis on s'était dit que c'était aussi l'occasion de montrer un artiste ennuyé qui a surtout une œuvre conséquente. Et je dirais que c'est un travail ici qui est fait avec Gabriel, comme on a fait il y a un an avec Martuerie. D'accord. Donc le rôle du BPS, c'est aussi d'aller chercher on peut parler un peu des exclus du système. Mais de toute façon, à partir du moment où on a fait des expos sur le punk, ou comme l'expo de Gaz Boucher et Nadine Hilbert, sur les nouvelles formes aujourd'hui de spiritualité et de mysticisme, on a toujours travaillé dans la marche. Ici, avec Gabriel Belgium, il y a quand même une responsabilité de service public de montrer à la fois des artistes francophones, mais aussi des artistes de la province de Hainaut. Et quand ils ont une œuvre aussi conséquente, ça se justifie tout à fait. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il explose?
aujourd'hui sur le marché? Oh ben, exploser sur le marché. Il faudrait peut-être qu'il y ait une vraie stratégie marketing, mais un musée ne suffit pas, et a priori, un musée de service public, finalement, c'est moins le travail d'un galeriste comme Rodolphe Janssens, par exemple, vis-à-vis de Léon Huidard, qui a été recherché. Voilà, il faut aussi qu'une œuvre trouve à un moment un écho avec une certaine actualité. Je pense qu'il y a plusieurs paramètres sur lesquels il faut être capable d'agir. Mais c'est très bien que Léon Huidard soit chez Rodolphe Janssens, moi je trouve ça formidable. Mais finalement, le marché a plus de pouvoir qu'une institution. Ça dépend quelle institution, mais moi je suis un petit musée de Wallonie, donc je suis pas très lourd. Que va devenir cette œuvre? Bon, là, vous avez, on peut le dire, maintenant, vous avez quel âge? 83. 83 ans. Oui. Quel est votre souhait? Que va devenir tout ça? Ça ne va pas se terminer dans un fond de grenier. Il faut que ça... Vous avez pensé à quoi? Je n'ai bien sûr pas pensé à ce que beaucoup de collègues font, une fondation. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'une fondation, il faut qu'elle vive. Et comment peut-elle vivre? C'est pas possible. Plusieurs, je me souviens de la fondation du sculpteur Wilke, ça a marché pendant quelques années, et puis après, puis d'autres fondations, sauf si c'est Ta Pièce, ou Miro, ou Soulage, ou des choses comme ça. Mais bon, on va pas faire un musée belgean quand même. Donc, il y a des exemples. À Liège, on vient d'ouvrir une fondation. La province de Liège vient d'ouvrir la fondation Guy Vandeloise, Juliette Rousseff. C'est un exemple à suivre. Oui, peut-être que c'est... Peut-être que ceci est une préfiguration de ce qui peut se passer plus tard.